Et si je vous disais qu'il existe un moyen de faire chuter la température d'une pièce de plusieurs degrés, sans climatiseur, sans électricité supplémentaire, avec seulement un ventilateur, de l'eau et une poignée de sel? Ce n'est pas une légende urbaine tirée d'Internet. C'est un principe physique vieux de plusieurs millénaires, redécouvert aujourd'hui par des millions de personnes, cherchant à échapper à la chaleur sans faire exploser leur facture d'électricité. Mais voici ce qui est vraiment fascinant. Ce simple bricolage n'est que la partie visible d'un iceberg immense. Car bien avant l'invention de la climatisation, des civilisations entières avaient déjà compris comment dompter la chaleur, en s'appuyant uniquement sur les lois de la physique, l'architecture et le mouvement de l'air. Des tours à vent perses aux maisons enterrées, en passant par les puits canadiens et les cheminées solaires, l'humanité a développé des technologies de refroidissement d'une ingéniosité stupéfiante, puis les a presque toutes oubliées. Dans les 20 prochaines minutes, nous allons remonter le fil de cette histoire. Nous allons comprendre pourquoi de l'eau salée placée devant un ventilateur peut réellement faire baisser la température ressentie, quelles lois physiques sont en jeu, et surtout, pourquoi ces techniques ancestrales pourraient bien être la clé pour refroidir nos maisons dans un monde qui se réchauffe sans épuiser nos ressources. La climatisation moderne repose presque entièrement sur l'électricité. Elle consomme une part considérable de la demande énergétique mondiale pendant les périodes de forte chaleur, et cette demande ne cesse de croître à mesure que les vagues de chaleur se multiplient. Le paradoxe est cruel. Plus il fait chaud, plus nous utilisons de climatiseurs, plus nous consommons d'énergie, et plus nous contribuons indirectement au réchauffement qui aggrave le problème initial. C'est dans ce contexte que les techniques de refroidissement passif reviennent sur le devant de la scène. Architectes, ingénieurs et chercheurs se penchent à nouveau sur des solutions qui ne demandent que peu, voire aucune énergie extérieure. Le principe est simple. Plutôt que de lutter contre la chaleur à coups de moteurs et de gaz réfrigérants, pourquoi ne pas travailler avec l'air, l'eau, la terre et le soleil, exactement comme le faisaient nos ancêtres? L'astuce au sel et au ventilateur n'est qu'une porte d'entrée vers ce monde. Elle illustre, à petite échelle, un principe que l'architecture bioclimatique utilise à grande échelle depuis des siècles. L'évaporation de l'eau absorbe de la chaleur. Aux origines du refroidissement par évaporation, le principe de l'évaporation comme méthode de rafraîchissement n'est pas une invention récente. Il remonte à l'Égypte ancienne, où des serviteurs agitaient de larges éventails devant des jarres d'eau poreuse pour accélérer l'évaporation et rafraîchir l'air ambiant des demeures royales. Les jarres elles-mêmes, fabriquées en argile non émaillée, laissaient suinter une fine pellicule d'eau à travers leurs parois, qui s'évaporait au contact de l'air chaud et sec du désert, refroidissant à la fois le récipient et l'air environnant. Ce même principe a été perfectionné en Perse, dans l'actuel Iran, où l'architecture a donné naissance à l'un des systèmes de refroidissement passif les plus sophistiqués de l'histoire, le bajir, ou tour à vent. Ces structures, hautes de plusieurs mètres, et visibles au-dessus des toits des villes comme Yazd, captèrent les vents en altitude et les canalisèrent vers l'intérieur des bâtiments. Lorsque ces tours étaient associées à des bassins d'eau ou à des canats souterrains, l'air chaud entrant se trouvait à la fois ralenti, humidifié et refroidi avant d'atteindre les pièces de vie. Les Perses avaient compris, des siècles avant que la thermodynamique ne soit formalisée en tant que science, qu'un flux d'air passant au-dessus d'une surface d'eau perd de la chaleur au profit de cette eau, qui s'évapore et emporte l'énergie thermique avec elle. Ce savoir-faire n'est pas resté isolé. Des variantes similaires sont apparues en Inde, en Égypte et dans certaines régions d'Afrique du Nord, chacune adaptée au climat local, chacune témoignant d'une même intuition. L'air en mouvement, combiné à l'eau, est un outil de rafraîchissement redoutablement efficace. Revenons maintenant à notre astuce moderne. Le principe est le suivant. On place un bol ou un bac contenant de l'eau salée devant un ventilateur en marche, parfois avec des glaçons ajoutés pour accélérer l'effet. Le ventilateur brasse l'air au-dessus de cette eau, ce qui favorise son évaporation. Or, l'évaporation est un processus qui consomme de l'énergie thermique. Pour qu'une molécule d'eau passe de l'état liquide à l'état gazeux, elle doit absorber de la chaleur, qu'elle prélève directement dans l'air environnant. Résultat, l'air qui sort du ventilateur est légèrement plus frais que l'air ambiant. Le rôle du sel, ici, mérite d'être expliqué avec précision, car c'est le point où beaucoup de vidéos en ligne exagèrent ou déforment la réalité. Le sel ne refroidit pas l'eau par lui-même. Ce qu'il fait, c'est abaisser légèrement la température de congélation de l'eau, un phénomène bien connu en chimie sous le nom de dépression du point de congélation. C'est exactement le même principe que celui utilisé pour saler les routes en hiver. Concrètement, cela signifie que si l'on ajoute de la glace à de l'eau salée, le mélange peut atteindre une température plus basse qu'avec de la glace seule dans de l'eau douce, avant de fondre complètement. Le sel prolonge donc légèrement l'effet réfrigérant de la glace,
Mais ce n'est pas le sel qui produit le froid, c'est la fonte de la glace et l'évaporation de l'eau qui absorbent la chaleur de l'air. Il est important d'être honnête sur les limites de cette astuce. L'effet est réel, mais modeste. On parle d'une baisse de quelques degrés dans un espace très localisé, à proximité immédiate du ventilateur, et son efficacité dépend fortement du taux d'humidité de la pièce. Dans un climat déjà humide, l'évaporation ralentit et l'effet rafraîchissant diminue fortement. C'est d'ailleurs la même limite qui touche tous les systèmes de refroidissement évaporatif, du plus artisanal au plus industriel. La physique derrière le refroidissement passif à grande échelle. Ce même principe d'évaporation, une fois combiné à d'autres phénomènes physiques, permet de refroidir des bâtiments entiers sans aucune machine. Le premier de ces phénomènes est la convection naturelle. L'air chaud, moins dense, a tendance à monter, tandis que l'air frais, plus dense, a tendance à descendre et à s'accumuler près du sol. Les cheminées solaires exploitent directement ce principe. Un conduit vertical, souvent peint en noir et exposé au soleil, chauffe l'air à l'intérieur, qui monte et s'échappe par le haut. Cette évacuation crée une dépression qui aspire de l'air plus frais depuis d'autres ouvertures du bâtiment, créant une ventilation continue sans aucun moteur. Le deuxième phénomène est l'inertie thermique du sol. À quelques mètres de profondeur, la température de la Terre reste relativement stable tout au long de l'année, généralement proche de la température moyenne annuelle de la région. C'est le principe exploité par les puits canadiens, appelés aussi puits provençaux selon les régions. Un tuyau enterré fait circuler l'air extérieur sur plusieurs dizaines de mètres avant qu'il n'entre dans la maison. En été, cet air se refroidit au contact du sol frais. En hiver, il se réchauffe au contact du sol plus chaud que l'air extérieur glacial. Le sol agit comme un régulateur thermique naturel. Le troisième phénomène, la masse thermique, explique pourquoi certains matériaux de construction, comme la pierre, la terre crue ou le béton épais, mettent longtemps à chauffer et longtemps à refroidir. Dans les habitations traditionnelles du Maghreb ou du Moyen-Orient, des murs épais absorbent la chaleur pendant la journée et ne la restituent que la nuit, bien après que les habitants ont ouvert les fenêtres pour profiter de l'air frais nocturne. Le lendemain, le cycle recommence. Enfin, les maisons enterrées ou semi-enterrées, que l'on retrouve aussi bien dans les habitats troglodytiques de Cappadoce en Turquie que dans certaines constructions modernes, tirent parti simultanément de la masse thermique du sol et de sa température stable en profondeur, offrant un confort thermique remarquable, avec un besoin énergétique minimal. Ces principes appliqués aux maisons d'aujourd'hui. Ces technologies ne sont pas restées figées dans le passé. Des architectes contemporains les réintègrent aujourd'hui dans des constructions résolument modernes. En Inde, certains projets d'architecture bioclimatique associent tours à vent modernisées et bassins d'eau pour rafraîchir des bâtiments entiers sans climatisation mécanique, en s'inspirant directement des badgirs perses. En Australie, des maisons conçues selon les principes du design passif utilisent l'orientation du bâtiment, la ventilation croisée et des matériaux à forte masse thermique pour maintenir une température intérieure confortable, même lors des étés les plus rudes. En Europe, le puits canadien est de plus en plus intégré dans les constructions à basse consommation énergétique, souvent couplées à une ventilation mécanique contrôlée pour optimiser son efficacité. Le coût de ces installations varie énormément selon leur complexité. Un puits canadien pour une maison individuelle nécessite des travaux de terrassement qui représentent un investissement non négligeable. Mais ce coût est généralement amorti sur plusieurs années grâce aux économies réalisées sur la climatisation. Une tour à vent, elle, dépend fortement de la conception architecturale globale du bâtiment et s'intègre plus facilement dans une construction neuve que dans une rénovation. Ces solutions ne conviennent cependant pas à tous les climats. Le refroidissement par évaporation fonctionne particulièrement bien dans les climats chauds et secs, mais perd beaucoup de son efficacité dans les régions chaudes et humides, où l'air est déjà proche de la saturation en vapeur d'eau. Le puits canadien, en revanche, fonctionne dans une plus grande variété de climats, tant que le sol atteint une profondeur suffisante pour offrir une inertie thermique stable. Il circule beaucoup d'idées reçues autour de ces technologies, et il est important de les clarifier. Premièrement, non, le sel ne transforme pas un ventilateur en climatiseur. Un climatiseur fonctionne selon un cycle de compression et de détente d'un fluide frigorigène, un processus totalement différent de l'évaporation d'eau. L'astuce au sel produit un rafraîchissement local et modeste, pas un véritable froid climatisé. Deuxièmement, non, les tours à vent et les puits de canadiens ne fonctionnent pas par magie ni par une quelconque force mystérieuse. Chaque effet observé s'explique par des lois physiques bien documentées. La convection, la conduction thermique, l'évaporation et l'inertie thermique des matériaux. Troisièmement, ces technologies ne remplacent pas totalement la climatisation moderne dans tous les contextes, en particulier lors de vagues de chaleur extrêmes ou dans des climats très humides.
Elles constituent en revanche des compléments précieux, capables de réduire considérablement le besoin en climatisation active, voire de le supprimer entièrement dans certaines régions au climat favorable. À Yazd, en Iran, la ville ancienne conserve aujourd'hui encore l'une des plus grandes concentrations de tours à vent au monde, certaines datant de plusieurs siècles et toujours fonctionnelles, témoignant de la durabilité de cette architecture. En Cappadoce, en Turquie, les habitations creusées dans la roche volcanique tendre exploitent depuis l'Antiquité l'inertie thermique du sous-sol, maintenant des températures intérieures stables tout au long de l'année, malgré des étés brûlants et des hivers rigoureux en surface. En Espagne et dans certaines régions d'Amérique latine, on retrouve des variantes de puits canadiens traditionnels, parfois appelées galeries souterraines de ventilation, utilisées historiquement pour rafraîchir les caves à vin et les habitations rurales. Plus récemment, des projets pilotes en Afrique subsaharienne ont testé des systèmes hybrides, combinant tours à vent modernisés, masse thermique en terre crue et ventilation naturelle, dans le but de proposer des solutions de rafraîchissement accessibles économiquement dans des régions où la climatisation reste hors de portée pour une grande partie de la population. Ce qui frappe, en explorant ces technologies oubliées, c'est à quel point elles reposent sur une observation fine et patiente de la nature, plutôt que sur une volonté de la dominer. Les architectes perses n'ont pas inventé le vent, ils ont appris à le canaliser. Les habitants de Cappadoce n'ont pas inventé la stabilité thermique du sol, ils ont appris à s'y loger. Et la petite astuce du sel, devant le ventilateur, aussi modeste soit-elle, s'inscrit dans cette même logique, comprendre un principe physique simple, l'évaporation, pour en tirer un bénéfice concret. Face aux défis énergétiques et climatiques actuels, ces savoirs anciens ne sont pas de simples curiosités historiques. Ils représentent une bibliothèque de solutions éprouvées, capables d'inspirer l'architecture de demain. La climatisation moderne a offert un confort immédiat, mais souvent au prix d'une dépendance énergétique croissante. Les techniques de refroidissement passif, elles, proposent une autre voie, plus lente à mettre en œuvre, plus dépendante du contexte local, mais infiniment plus durable. Peut-être que la meilleure climatisation de demain ne sera pas une machine plus puissante, mais un retour intelligent vers des principes que l'humanité connaît depuis des millénaires. Laisser l'air circuler, laisser l'eau s'évaporer, laisser la terre réguler, et construire avec la nature plutôt que contre elle. Si cette plongée dans l'histoire oubliée du refroidissement naturel vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre avis ou vos propres expériences avec ces techniques. Et si vous souhaitez continuer à explorer ces innovations durables et ces technologies low-tech qui méritent d'être redécouvertes, pensez à vous abonner pour ne manquer aucun prochain épisode.